Bonjour, j'ai lancé mon diaporama. Voilà, très bien. C'est une évidence hein, que les préoccupations de l'environnement sont plus prégnantes et nous savons que depuis 2020, notre programme a été verdi, hein, le programme officiel du cycle 4 a été reverdi et il propose de travailler sur plusieurs activités liées au changement climatique. Cependant, elles sont associées dans le programme à des parties telles que organisation de la matière et énergie. Et en tant qu'enseignante et que citoyenne, j'avais l'impression qu'elles étaient disséminées, que j'illustrais par des activités liées au changement climatique mon apprentissage, mais sans vraiment lien entre elles et qu'il y avait un petit peu un manque de consistance. C'est pourquoi j'ai voulu lui donner une place plus centrale et j'ai regroupé ces activités dans le chapitre que je vais vous présenter et montrer qu'étudier le changement climatique revient à étudier et à modéliser des phénomènes physiques. Donc, ce chapitre, je l'ai réalisé avec 3 classes de troisième cette année. Euh, et voilà, je vais vous le présenter. Alors, pour commencer, donc, les prérequis de ça, c'est qu'avant, les élèves devaient voilà, avoir déjà bien étudié la partie sur l'énergie, les transferts et les conversions, hormis l'absorption et l'émission d'un rayonnement que je vais traiter dans ce chapitre. Ils ont étudié la partie des signaux pour observer et communiquer et savent qu'il existe différents types de rayonnement et qu'un rayonnement est un transfert d'énergie qui se déplace dans le vide. Attendez, je vais juste décaler ça. Voilà. Le titre pour les élèves de chapitre, c'était comprendre quelques enjeux du changement climatique. Oui, le sujet est vaste, il faut donc un peu le restreindre. La première question est donc à quoi le changement climatique est-il dû? C'est ma première partie. La deuxième sont quelles sont les propriétés des matériaux par rapport à la lumière visible et au rayonnement infrarouge, et où je vais traiter les questions de transparence et d'opacité, de réflexion, d'absorption ou d'émission, mais aussi comment varie la température lors de l'émission ou de l'absorption d'un rayonnement pour un objet. Ma troisième partie sera comment expliquer la température moyenne à l'équilibre de la Terre. On fera une analogie entre la propriété des matériaux et la propriété des gaz à effet de serre. Et puis, nous étudierons comment la Terre se réchauffe en essayant de comprendre le bilan radiatif de la Terre. Ma quatrième partie sont quels phénomènes sont à l'origine de la hausse du niveau marin. Je ne m'attarderai pas sur le sujet puisqu'il a déjà été évoqué. Et je vous montrerai comment j'ai fait prendre conscience aux élèves de leur empreinte carbone. Moi, j'ai utilisé la fresque du climat en tant que synthèse de ce travail. Donc la première question, c'était, enfin la première partie, à quoi le changement climatique est-il dû? On a fait une activité documentaire que vous pourrez trouver sur le site académique de Grenoble. Bon, l'idée, c'est que les élèves aient comme connaissance que, il existe des gaz à effet de serre qui sont CO2, CH4 et NO2, et qu'ils se détachent des termes de pollution, qui va être un terme, voilà, plutôt issu dans leurs années de primaire et dans lequel c'est un peu un terme fourre-tout. On va essayer de se dégager un petit peu de ça. Ils font aussi souvent la confusion entre charbon, carbone, dioxyde de carbone, réactifs et produits. Bon, on essaie de discerner un petit peu tout ça. Alors, je vais davantage vous présenter les parties 2 et 3 que je vais commencer à présent, qui sont moins classiques. L'idée maintenant est de travailler sur les propriétés des matériaux par rapport à la lumière visible et par rapport aux infrarouges. C'est donc des interactions lumière et matière qui sont très très peu étudiées en collège. Et je vais commencer par la notion de transparence et d'opacité, qui par contre est vue en cycle 3, puis par celle de réflexion, d'absorption et d'émission, ou d'émission. Je fais donc passer des échantillons de matériaux à mes élèves qui sont du polyéthylène transparent, du polyéthylène noir, celui des sacs poubelles, du plexiglas et du papier aluminium. Et je vais leur demander s'ils sont transparents ou opaques à la lumière visible, et puis aussi aux infrarouges. Pour les mettre sur la voie, je leur rappelle que le papier aluminium, par exemple, est utilisé pour emballer le chocolat. Je laisse les élèves établir les hypothèses. Puis, je leur demande par quel protocole on peut tester ces propriétés. Donc, on établit ensemble l'idée qu'il y a une source, un observateur, et puis qu'on va placer un matériau entre la source et l'observateur.
Une fois ce protocole établi, je leur présente ce document. Les photos que vous voyez sont issues de documents de l'ENS, de Planète Terre ENS Lyon, que je mettrai, enfin, qui sont dans ma cytographie. On commence par étudier ces deux images. Donc, notre source sera constituée d'une tasse à gauche dans laquelle on a versé de l'eau à 70 degrés et que l'on voit donc en visible, et la même tasse à droite, mais qui est prise en photo avec une caméra infrarouge. Notre source est donc la tasse, la caméra est l'observateur, et entre la source et l'observateur, on a donc placé les échantillons, polyéthylène transparent, plexiglas, etc. Les élèves vont donc analyser les photos et compléter ce tableau. Il faut savoir que ça ne leur pose pas de problème et ce travail est fait assez vite. Par contre, on va l'approfondir avec ces photos-là, qui sont aussi issues du même document. Nous avons donc à gauche une tasse et derrière un écran en plexiglas et un autre écran en aluminium. Et lorsqu'on bascule en rayonnement infrarouge, on observe plusieurs choses. D'une part, qu'il y a ici à droite une image en infrarouge de la tasse émise qui réfléchit donc par l'aluminium, et qu'au contraire à gauche, on distingue un petit peu une petite image, mais que voilà, cette image qui est réfléchie n'est pas du tout de la même netteté, entre guillemets, que celle de l'aluminium. J'ai donc ici commencé à me heurter à des difficultés, hein. Donc, il faut différencier la réflexion pour l'aluminium et l'absorption et l'émission pour le plexiglas, puisqu'en effet, dans la vidéo qui est présentée sur le site, à un moment donné, on enlève la tasse et on peut voir, là, on le distingue un peu sur l'écran, c'est un petit peu plus visible sur la vidéo, qu'il y a une image qui est réémise de la tasse alors que celle-ci n'est plus là. C'est très très visible sur le bois. Il se trouve que le bois étant opaque, je ne pourrais pas utiliser cet exemple pour la suite de mon exposé. Donc on va rester sur le plexiglas, même si cette image réémise est moins nette que celle qu'on pourrait trouver sur le bois. En tout cas, la connaissance que les élèves doivent acquérir à ce moment est qu'un matériau peut absorber un rayonnement infrarouge et l'émettre. Alors j'ai rajouté ensuite, on est bien d'accord que ce sont des phénomènes euh, qui se passent en même temps, hein. Mais c'était pour essayer de faire distinguer aux élèves cette distinction entre réflexion, puis absorption et émission. Je vais continuer par étudier comment varie la température d'un matériau lors de l'absorption ou de l'émission d'un rayonnement. Mes élèves savent qu'un rayonnement transmet de l'énergie et que il se propage dans le vide. J'ai donc deux situations initiales. À ma gauche, celle d'une tasse remplie d'eau à 70 degrés. Et à ma droite, celle d'une bouteille dont la température initiale est de 19 degrés Celsius et que j'éclaire avec une lampe de microscope. Et je vais donc leur demander d'émettre des hypothèses par rapport à la question posée, hein, comment varie la température d'un matériau lors de l'absorption ou de l'émission d'un rayonnement. Donc après, on peut se demander, est-ce que par exemple la tasse va refroidir? Tous les élèves émettent cette hypothèse. Est-ce qu'elle va refroidir indéfiniment? À quel moment cette température va se stabiliser? Et on peut expliquer que cette température de stabilisation, hein, c'est la température de l'équilibre thermique et que cette tasse, la température de cette tasse va se stabiliser une fois une fois qu'elle aura émis suffisamment de rayonnement pour être à l'équilibre par rapport à son environnement. De même, la lampe qui est à droite, je pose aussi la même question, hein. Comment la température de l'eau dans la bouteille va-t-elle évoluer? Peut-elle augmenter indéfiniment? Et donc, avec le même raisonnement, on va aboutir avec les élèves à ces connaissances qui sont que tout matériau émet et absorbe un rayonnement. Donc, on a vu qu'un matériau émettait un rayonnement d'une part parce que j'ai déjà présenté à des élèves des images infrarouges
que j'ai aussi en parallèle de cette expérience, j'ai certes un thermomètre ici alcool, mais j'ai aussi un thermomètre infrarouge qui me permet de mesurer une température similaire à celle du thermomètre à alcool, mais à une distance voilà, à peu près à 1 mètre de la table, 1 mètre de l'objet. Et donc, voilà, je montre bien cette émission. Et pour l'absorption, eh bien, on peut l'illustrer par l'exemple avec la bouteille. On écrit aussi que lorsque la température d'un matériau ne varie plus, on dit qu'il est à l'équilibre thermique, toute l'énergie reçue étant émise. Je vous présente maintenant voilà, mon document de synthèse de ce qui a été dit précédemment. Donc ça, ce sont les connaissances. Donc tout matériau absorbe et émet un rayonnement, et qu'un matériau peut être transparent ou opaque par rapport à un rayonnement infu. C'est-à-dire que, voilà, si je prends une plaque de plexiglas, en elle-même, elle émet et elle absorbe un rayonnement qui est à l'équilibre avec son environnement, mais si je l'éclaire, par exemple en visible, elle va être plutôt transparente par rapport à ce rayonnement. Un matériau peut aussi réfléchir, mais il peut aussi absorber et émettre. Donc, ici, il faut quand même un petit peu passer du temps pour expliquer cette dernière situation, puisque les élèves ont tendance à la confondre avec l'idée de réflexion. Alors, dans l'absorption, déjà, il se passe quelque chose à l'intérieur du matériau, qui peut être soit une élévation de la température, soit une diminution de la température, comme on l'a vu avec la tasse et avec la bouteille. Nous avons par contre une émission ici qui se produit et qui se produit dans toutes les directions. J'aurais pu rajouter une flèche en haut et en bas, mais en tout cas, ces rayonnements ne sont pas émis globalement en direction de la source, comme c'est le cas pour la réflexion. On peut aussi noter que dans le visible, on a vu que certains matériaux étaient voilà, transparents ou réfléchissaient le visible. Dans le cas du visible, hormis les matériaux phosphorescents que mes élèves ne connaissaient pas, nous n'avons pas de cas d'objets qui absorbent du visible et émettent du visible. Les objets vont absorber de la lumière visible, mais ils vont émettre de l'infrarouge. Donc voilà, j'essaye de bien insister sur cette carte, de montrer comment les scientifiques ont modélisé donc, le comportement des objets par rapport au rayonnement. Évidemment, je ne rentre pas au niveau atomique, bien sûr. Et comme une modélisation, bah, ça va être aussi une perte d'informations et une simplification. Je leur explique aussi qu'un objet, il peut être plus ou moins transparent, plus ou moins réfléchir, ou plus ou moins absorber et émettre, mais que globalement, c'est ces 3 modèles qu'il faut avoir en tête. Bon, à partir de là, on a quand même déjà bien avancé pour mieux comprendre le changement climatique. Pardon, voilà, les phénomènes d'effet de serre et de bilan radiatif à la surface de la Terre. Je vais donc passer à ma partie 3, qui est comment expliquer la température moyenne à l'équilibre de la Terre. Et je présente ce document aux élèves qui va me permettre de comparer les propriétés de l'atmosphère et des gaz à effet de serre par rapport au rayonnement visible et au rayonnement infrarouge. Donc, bon, les élèves observent qu'ici, en ordonnée, nous avons l'opacité atmosphérique, mais en fait, surtout, les textes ici de ce document permettent de répondre rapidement à cette question, hein, qui est que voilà, la lumière visible est observable depuis la Terre. Autrement dit, ça veut dire que l'atmosphère est transparente ou visible. Et par contre, la plupart des rayons infrarouges sont absorbés par des gaz atmosphériques. Et donc, cela signifie que l'atmosphère et les gaz à effet de serre sont plutôt opaques à, la lumière infrarouge. Ici, je ne parle pas pour le moment de cette petite fenêtre-là. Bon, je n'ai pas eu de questions de la part des élèves concernant ceci. On fait donc l'analogie entre l'atmosphère, les gaz à effet de serre et les différents matériaux et on apporte la connaissance suivante qui est que l'atmosphère et les gaz à effet de serre se comportent comme le plexiglas. Ils absorbent les infrarouges et les émettent.
Je vais donc maintenant expliquer le bilan radiatif de la Terre et expliquer pourquoi la Terre se réchauffe. Je présente aux élèves ce document, qui est un document issu du site de l'ENS Lyon Planète Science, et qui est le bilan radiatif. Et avec les élèves, nous allons expliquer chacune des flèches de ce schéma. Il s'agit d'une rédaction commune, hein, et nous devons d'abord identifier les mots-clés qu'on va utiliser, à savoir échauffer, refroidir, euh, donc échauffer, refroidir, envoyer, traverser, les rayonnements visibles, absorber, émettre, rayonnement infrarouge. Donc je fais d'abord la liste de ces mots, puis nous commençons à expliquer le schéma. Alors évidemment, certes, en commençant par le rayonnement solaire ici, mais il faut bien avoir conscience que ce bilan radiatif de la Terre qui décrit l'énergie qui arrive et l'énergie qui est envoyée, est un bilan où tout se passe en même temps. Et donc, même si on doit décrire chacune des flèches les unes après les autres, c'est vraiment des phénomènes qui se passent exactement en même temps. À partir de là, donc, je précise aussi que on n'a que du rayonnement, hein, dans cette situation, et qu'on ne va pas prendre en compte euh, voilà, la convection, parce que même si on n'a pas abordé le sujet, les élèves se doutent bien qu'il se passe un petit peu des choses de cet ordre. En tout cas, en décrivant tout ce texte, on peut conclure que, enfin, on a présenté l'effet de serre, et puis on explique que l'atmosphère, en fait, devient de plus en plus opaque à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, et donc elle va émettre davantage en direction de l'espace, mais aussi en direction de la Terre, et que pour se refroidir et revenir à l'équilibre, eh bien, la Terre doit aussi émettre davantage, et que c'est pour ça que la température moyenne au niveau du sol augmente. J'ai fini les deux parties les plus difficiles, je trouve, de ce chapitre. Je vais donc en profiter pour dès maintenant faire un petit retour d'expérience sur ces deux parties-là. Et on va commencer justement par le choix du schéma. Ici, j'ai un schéma qui a l'avantage d'avoir un bilan thermique à l'équilibre. C'est-à-dire que l'épaisseur des flèches ici me permet bien de montrer qu'il y a autant d'énergie qui arrive sur Terre que d'énergie qui est émise. Ce n'est pas le cas de tous les schémas. Vous verrez que si vous choisissez d'enseigner ceci, et je vous montre des exemples après, il y a des schémas pour lesquels ce n'est pas le cas. Par contre, ici, je trouve que celui-là a un petit défaut, mais il est difficile de les choisir. C'est qu'on a l'impression que les infrarouges ici sont renvoyés et qu'on a un phénomène de réflexion. Or, c'est plutôt d'ailleurs c'est écrit, c'est plutôt les éléments qu'on ne veut pas qu'ils conservent en mémoire, puisqu'on a plutôt un phénomène d'absorption et d'émission. Hélas, voilà, je ne trouve pas du tout ça évident de trouver les bons graphiques. Voici par exemple deux graphiques qu'on peut trouver. Sur celui de gauche, nous avons ici voilà, l'atmosphère qui fait comme une espèce de carapace. Et voilà, les rayons, ils vont être directement réfléchis. Donc on n'a pas du tout la notion d'absorption et d'émission. Par ailleurs, si on regarde un petit peu l'épaisseur des flèches, on pourrait presque penser que la Terre se réchauffe parce que l'énergie incidente est plus importante. Ici, sur ce deuxième graphique à droite, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle bien du système Terre-atmosphère, que toute la partie ici atmosphère, bon, ben, on a des pointillés, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais comme on réfléchit au système Terre-atmosphère, c'est pas si grave. Par contre, là, à nouveau, je trouve que le bilan à l'équilibre, si on ne considère que l'épaisseur des flèches, c'est quand même pas si évident que ça. J'aurais pu vous montrer toutes sortes d'exemples sur ces schémas, mais bon, si vous choisissez de l'enseigner, vous verrez par vous-même. Donc finalement, mais les difficultés pour moi-même, trouver un schéma qui convient, on vient d'en parler, s'approprier le modèle du bilan radiatif
et faire des choix pédagogiques pour l'enseigner. Alors, entre le moment où j'ai décidé de me lancer dans ce chapitre et d'enseigner cette partie, et je ne m'attendais pas du tout à rencontrer autant de difficultés. Donc, je suis enseignante en collège depuis 20 ans. J'avoue que se plonger dans le modèle de l'effet de serre et de comprendre déjà qu'il combine plein de modèles différents, dont celui du corps noir, ces histoires d'absorption, d'émission, les fenêtres qui se ferment, enfin les fenêtres de transparence liées au CO2 qui se ferment et qui se rouvrent. Bon, c'est déjà enfin, le modèle de l'atmosphère à multicouches. Oh là là, donc déjà comprendre ce modèle, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Ensuite, le comprendre suffisamment pour être capable de l'expliquer, ça, c'était encore un autre travail, puisqu'il faut avoir en tête que, en tant qu'enseignant, un élève peut nous poser une question et doit être capable de zoomer sur chaque partie de cette explication. Et si on n'est pas capable de le faire, on se sent quand même un peu malaisé. Voilà, se remettre en tête les transferts d'énergie, les températures d'équilibre, hein. Et donc, c'était pas si évident que ça d'être fluide. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps déjà à m'approprier ce modèle, puis ensuite à faire les choix pédagogiques pour l'enseigner, puisque au niveau collège, moi, je n'ai pas trouvé, bon, il n'y avait pas non plus beaucoup de ressources à étudier. Je ne connaissais pas celle qu'a mis le collègue dans le chat. Donc en pratique, mes images sont issues d'une vidéo qu'on trouve sur le site de l'ENS et pour être fluide par rapport à cette vidéo qui dure 9 minutes et montrer que des éléments importants, bon, ça nécessite un petit peu de l'avoir travaillé ou alors d'acheter une caméra thermique ou de se la faire prêter par un lycée. Il faut savoir qu'il y a des petits embouts à peu près 200 euros qui se fixent sur la prise jack des téléphones et qui sont des capteurs infrarouges et qui existent. Donc, je ne les ai pas encore testés, mais je vais voir si j'arrive à en acheter un pour l'année prochaine. Pour les élèves, les difficultés étaient de distinguer réflexion de absorption et émission, de dépasser le terme pollution, de comprendre que les matériaux avaient des comportements vraiment associés à chacun des rayonnements et qui ne se comportaient pas de la même façon suivant les rayonnements. Voilà, la partie du bilan radiatif, elle est vraiment guidée. Elle ne pourrait pas se faire sans guidage parce que il y a vraiment beaucoup de notions à combiner. J'ai continué par les questions sur quelle est l'origine de la hausse du niveau marin. Les expériences vous ont été présentées dans les deux récits précédents, donc je passe. Et puis, j'ai souhaité travailler ensuite sur l'empreinte carbone et souhaité sensibiliser les élèves à cette question. J'ai donc défini l'empreinte carbone comme globalement étant une estimation chiffrée des émissions de gaz à effet de serre qu'on va produire lors de la fabrication et du transport d'un produit ou dès que l'on va consommer du carburant ou de l'électricité. Et ça, comme c'est une estimation chiffrée, l'empreinte carbone a une unité qui est le kilo 2 équivalent carbone. Et j'ai travaillé en fonction de mes classes avec deux outils différents. Avec l'un, j'ai utilisé le jeu de cartes qui s'appelle le carbonomètre. Et alors, je voulais vous en montrer une. Voilà, j'y arrive. Donc, c'est un jeu de cartes sur lequel, donc d'un côté de la carte, on va avoir une action, par exemple chauffage au gaz pendant un an ou chauffage électrique pendant un an. Et au verso, on va trouver la production en équivalent carbone de cette action. C'est un jeu de classement d'ordre de grandeur. Donc, les élèves vont d'abord tirer une carte au hasard, tirer une carte au hasard, mais parmi des catégories qui sont en couleur, hein. Par exemple, en jaune, c'est l'alimentation, en vert, le transport, en violet, l'habitat, en bleu, les biens de consommation. Et puis, ils vont les retourner sur la table. Ils vont ensuite prendre une autre carte et en ne regardant que le recto, essayer de la positionner soit à gauche s'ils estiment qu'elle pollue moins, soit à droite de la première s'ils estiment qu'elle pollue. Voilà, excusez-moi, j'ai utilisé le mot polluer. Soit s'ils estiment qu'elle émet davantage de dioxyde de carbone. Et donc, en retournant la carte, ils vont pouvoir vérifier d'abord s'ils ont juste, mais ça leur permet aussi voilà, de réfléchir en groupe
puisque c'est un jeu qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnes pendant à peu près une quinzaine de minutes. Et donc, ça va leur permettre de réfléchir en groupe à ces ordres de grandeur. Euh, une deuxième possibilité était de faire le calcul de son empreinte carbone sur le site de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est un organisme qui accompagne les particuliers ou les organisations vers la transition écologique. Donc, il y a des calculateurs. Et donc, ce calculateur d'empreinte carbone, il est à 9 tonnes, parce que c'est la moyenne des Français d'après l'ADEME. Et celui qui veut calculer va faire des choix en fonction de ses habitudes et va arriver à un bilan carbone. Pour évaluer cette partie, j'ai estimé que à partir du moment où j'avais eu un échange avec l'élève, euh, où il m'avait fait part de son étonnement, où il m'avait posé une question, où il n'avait pas compris quelque chose, j'ai estimé que j'avais atteint mon objectif de le sensibiliser à son empreinte carbone. Pour faire la synthèse de cette partie, euh, avec d'autres collègues de SVT, nous avons réalisé une fresque du climat. On a pris la version adulte, mais en enlevant certaines cartes, il nous en restait 36 seulement. Et voici un exemple d'une des fresques réalisées. Nous avons ensuite, enfin, on a fait ça pendant 1 heure et demie à 2 heures en classe entière. Donc, ça nous permet d'arriver, voilà, à classer à peu près 35 cartes. Bon, la présentation, enfin, mais pas tellement de se l'approprier, de la décorer. Les dernières phases de retour d'expérience avec les élèves ont été faites en classe. Euh, et globalement, qu'est-ce que j'ai eu comme retour? Beaucoup d'élèves qui avaient l'impression que les dés étaient déjà jetés et que ça servait à rien de faire quelque chose puisque ça servait à rien. Voilà. Alors, à partir de là, moi là-dessus, je peux affirmer qu'il y a quand même des faits encourageants issus de décisions politiques et citoyennes, hein, et que je mets ici, hein, qui est que suite à des directives européennes, il y a une très forte amélioration de la qualité de l'air depuis 20 ans en Europe, qu'il y a une très forte diminution des pluies acides en Europe aussi d'origine anthropique, et aussi une forte diminution des CFC. Alors, les pluies acides, on en parlait énormément dans les années 80. Bon, ok, 40 ans plus tard, en Europe et aussi en Amérique du Nord, il y a vraiment une très grande diminution de ces pluies acides à cause des choix politiques qui ont été faits. Donc ça, il faut quand même le rappeler et rappeler que s'il n'y a pas d'engagement politique de la part de plusieurs pays qui se mettent en accord, on n'arrive pas à ces voilà, c'est bien fait, en fait, tiens. Euh, voilà, l'éco-anxiété, je ne l'ai pas trop ressenti de la part de mes élèves. Ils étaient plutôt interrogatifs. Et pour en revenir aux cartes sur les carbonomètres, j'ai oublié de préciser que ce qui les étonnait beaucoup, c'était de voir quelle était la différence entre le fait d'avoir un régime à base de viande ou un régime végétarien. C'est ce qui les a le plus surpris. Pour conclure, j'aimerais juste dire que si vous souhaitez vous lancer dans l'expérience, donc ne négligez pas le temps d'appropriation du modèle et que j'ai réalisé ce travail-là hors temps de fresque en 3 fois 1 h 30, sachant que les parties documentaires ont été testées à la maison. Je vous présente ici, vous avez à chaque fois voilà, 3 slides qui vont vous permettre de retrouver les informations que j'ai données. Je vous remercie.